l'enseignement, c'est du corps à corps. Je pense que ce qui est en train de, peut-être pas disparaître, mais en tout cas de devenir plus rare, ce sont les joies intellectuelles. Si au lieu de réfléchir par vous-même, dans un premier temps, vous vous précipitez pour avoir la réponse en interrogeant Google ou ChatGPT, vous avez la réponse, mais elle ne provoque pas cette joie. Or, la joie, c'est ce qui fait que la chose en question est mémorisée. Je pense qu'on est en train de passer un test d'intelligence collective. C'est-à-dire, est-ce qu'on va démuscler nos cerveaux en confiant aux machines des tâches qui étaient les nôtres et qui leur sont maintenant déléguées, ou bien est-ce que on va, par une sorte d'essor de l'esprit, se consacrer davantage à des choses que nous pouvons faire et que les machines ne peuvent pas faire? Alors il y a des voix qui font aimer la science, pas parce qu'elle la simplifie, mais parce qu'elle la rend vivante, vibrante et surtout pleine de questions. Et Étienne Klein en fait partie. Philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, professeur à Centrale Supélec, il explore depuis des années notamment ce lien entre savoir et sens, entre la rigueur du raisonnement et la poésie du monde. À travers ses livres, ses conférences ou son émission, La Conversation scientifique sur France Culture, il nous invite à penser autrement le temps, le progrès, la vérité ou encore la curiosité. Alors que nos sociétés vivent dans l'instant et que tout semble accessible en un clic, il nous rappelle une chose essentielle, comprendre demande du temps. Et si la science, finalement, était une école de patience? Merci beaucoup, cher Étienne Klein. Merci à vous pour l'invitation Je- et cette belle introduction. C'est vrai, bah, écoutez, j'en suis ravie s'il vous plaît. C'est vrai que dans un monde où tout va vite, où on scrolle plus qu'on ne lit, il nous paraissait intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui sur ces sujets d'éducation, d'enseignement, de curiosité, de science. Euh, et une première question peut-être pour commencer, est-ce que vous avez parfois le sentiment que penser, vraiment penser, est devenu un acte de résistance dans notre monde aujourd'hui? Oh, ce serait quand même prétentieux de penser qu'on est les seuls à vraiment penser. Je pense que tout le monde pense et que c'est pas forcément la résistance. La Ouais. pensée, elle n'est pas d'emblée critique, elle n'est pas d'emblée opposée. Elle peut se nourrir d'elle-même, elle peut même se focaliser dans des sortes de cercles qui l'enferment dans des préjugés, dans des croyances. Donc il y a pensée et pensée, quoi. Et justement, cette deuxième version un peu plus dégradée de pensée, aujourd'hui, qui touche peut-être majoritairement, me direz-vous, les jeunes, cette version-là, où on passe notre temps sur Internet, à être confronté à des idées qui sont majoritairement les nôtres, ces bulles de filtre, comme on les appelle, est-ce qu'elles dégradent la pensée? Moi, j'ai l'impression que tout le monde est concerné par ce phénomène. Moi, j'appelle ça l'entropie chronodispersive. L'entropie, c'est le désordre. Oui. Chronodispersif, ça veut dire que chacun peut finalement individualiser son rapport au temps en choisissant ce à quoi il va accorder son attention. Oui. Et d'ailleurs, on peut être dans la même salle, en famille par exemple, mais chacun a son rapport au temps personnel qui le coupe des autres finalement. On n'est pas ensemble alors qu'on est au même endroit, C'est très vrai. a priori dans la même temporalité. Donc chacun peut choisir le rapport personnel qu'il a avec ce qui se passe pour lui. Et la question, c'est comment on fait pour être ensemble, pour partager, pour Ouais. avoir des envies communes, pour concevoir des projets communs, y compris à long terme. C'est ça un peu la question. Mm. Et je ne sais pas ce qui va advenir de tout ça, mais moi je pense que ce qui est en train de, peut-être pas disparaître, mais en tout cas de devenir plus rare, ce sont les joies intellectuelles. Les joies intellectuelles, c'est les joies qu'on a quand on se pose une question, on ne trouve pas la réponse, on tente, on réfléchit. Ça peut durer longtemps, hein. Ah oui. On questionne ses amis. Et puis un jour, au détour d'une conversation, d'une lecture, ou bien comme aboutissement de sa propre réflexion, on comprend, on a la réponse. Et ça provoque un truc très particulier qu'on appelle une joie intellectuelle. Mm. Et Et ça ces joies disparaît. intellectuelles, les machines ne peuvent pas les avoir. Et d'ailleurs, si au lieu de réfléchir par vous-même, dans un premier temps, vous vous précipitez pour avoir la réponse en interrogeant Google ou ChatGPT, vous avez la réponse. Ouais. Mais elle ne provoque pas cette joie. Or, la joie, c'est ce qui fait que la chose en question est mémorisée. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Alors que si vous lisez simplement la réponse sans avoir accompli par vous-même le chemin qui y mène, elle risque de glisser sur votre mémoire assez Bien sûr. rapidement. Mm. Pas être Donc moi, je assimilé. pense que
C'est ça l'enjeu, c'est comment on peut réintroduire dans l'éducation, par exemple, des périodes où on est coupé de tout sauf de soi-même ou des autres, qu'on peut interroger Ouais. et provoquer une sorte de réflexion collective qui peut être critique et qui assez souvent permet de trouver des choses qui sont pas très loin de la vérité. Et une joie intellectuelle, c'est quand même tellement particulier. C'est pas des joies qu'on peut avoir autrement en jouant au foot, en marquant un but dans la dernière Bien minute sûr. d'une Coupe du Monde. Ça, c'est une joie incroyable, j'imagine, hein. Ouais. Je l'ai pas fait. Non plus. Mais la joie intellectuelle, c'est d'une autre nature. Et c'est vraiment très précieux parce que c'est ça qui donne l'envie d'apprendre et qui donne l'envie de continuer à apprendre. Donc moi, je propose qu'on les appelle les joies humaines de l'intellect pour bien marquer le fait que les machines n'en auront jamais. C'est notre privilège d'humain de pouvoir Mm. avoir des joies intellectuelles. On parle souvent d'enseigner la science, mais beaucoup plus rarement d'enseigner la pensée scientifique, si je continue votre Bah là, raisonnement. c'est compliqué parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait une pensée scientifique ni une méthode scientifique. Chaque discipline a ses Oui, méthodologies, son histoire. Et faire de la science, c'est pas simplement, en toutes circonstances, appliquer la méthode scientifique. Il y a des passions, il y a des caractères, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des conflits, il y a des discussions, c'est il y a des vrai. bagarres. Donc, Mais c'est une manière, si vous voulez, d'accueillir le doute, de formuler là aussi des hypothèses, de réfléchir, de... bah, Vous pour voyez moi, ce c'est que une je veux aventure dire? humaine. Et si on masque l'aspect humain de la chose, on rate les choses. C'est une aventure humaine qui permet de sortir de l'humanité. C'est-à-dire d'accéder à des vérités qui ne dépendent pas de nous. Ouais. Et quand on dit les choses comme ça, on donne à cette aventure un pathos qui ne transparaît pas toujours dans l'enseignement. Par exemple, quand on apprend la physique, discipline que je choisis au hasard. Moi, quand j'étais en classe de seconde, j'ai appris le principe d'inertie de Galilée. Je crois qu'il est toujours au programme en seconde. En tout cas, j'espère. Ça me dit quelque chose en tout cas. Il dit un corps qui n'est soumis à aucune force, a un mouvement rectiligne et uniforme. Ouais. Il avance en ligne droite à vitesse constante. Un corps qui n'est soumis à aucune force. Oui. Bon, moi j'allais au lycée en vélo. Et j'avais remarqué que l'immobilité est contagieuse. C'est-à-dire que quand je cesse de pédaler, mon vélo finit par s'arrêter. Oui. Donc mon immobilité finit par atteindre le vélo lui-même. Et à l'époque, je n'avais pas lu Aristote encore, mais j'avais compris comme lui que pour être mis en mouvement, il faut une force. Mouvement suppose force qui s'applique à l'objet qui bouge. Mm. Et là, cette professeure de physique, qui s'appelait Madame Cléo, nous dit un corps qui n'est soumis à aucune force avance en ligne droite à vitesse constante. J'étais bien trop timide pour poser une question faisant part de mon étonnement, mais quand même à la récréation, j'ai eu le courage, un courage incroyable, hein, d'aller la voir. Et je lui ai dit, Madame, je ne comprends pas pourquoi je dois pédaler. Et elle m'a dit, Klein, vous manquez de sens physique. Et donc j'ai failli faire du droit. Non. En fait, ce que j'ai compris là, de façon très approximative, ça s'est précisé par la suite, c'est que le monde dans lequel on vit, le monde, c'est-à-dire la Terre, on est sur Terre, on n'est pas dans le vide, il y a une atmosphère, on est dans un champ de gravité qui est ce qu'il est. Ce monde est tellement particulier qu'il nous semble être, à nous qui vivons dedans, la référence pour penser ce qui s'y passe. Ouais. Et on pense qu'en regardant les phénomènes et en les interprétant de façon assez directe, par induction, on comprend les lois qui les pilotent. Et j'ai fini par comprendre que ce monde-là, il est un produit masquant de l'univers. C'est-à-dire, pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faut penser ce qui se passerait si on était ailleurs. Par exemple, dans le vide. Et dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, et puis il n'y a plus de frottement, et donc un vélo peut vivre le principe d'inertie s'il n'y a plus d'air pour le freiner, ni Bien sûr. de frottement du pneu sur la route. Et donc c'est l'idée finalement que faire de la physique, c'est penser contre l'observation, et non pas avec. Les premières lois de la physique moderne, au XVIIe siècle, sont des lois qui contredisent l'observation. Par exemple, nous, on voit les corps lourds qui tombent plus vite que les corps légers. Ouais. Mais non, dans le vide, ils tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce qu'on voit, puisqu'on n'est pas dans le vide. Et donc, il faut tirer son chapeau devant les pères fondateurs de cette physique, les Galilée et autres, qui ont inventé des stratagèmes intellectuels incroyables, ce qu'on appelle des expériences de pensée, pour comprendre ce qui se passerait si on n'était pas là.
Enfin, si on était ailleurs. Ils Ouais. sont allés se faire voir ailleurs, en restant sur place, par leur cerveau. Qu'est-ce qui se passerait si Qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide, etc. Et ils ont trouvé les bonnes lois. Et quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, il décrit une situation par cette loi qu'il n'a jamais vue. Puisqu'à son époque, on ne sait pas faire le vide et on pense qu'il n'existe pas. Donc il n'a jamais vu des corps de masse différentes tomber à la même vitesse. Et pourtant, il sait que c'est ça qui se passe. C'est pas incroyable, ça? Visionnaire, Autre chose, si j'ai le temps, bien le sûr. principe de relativité, qui dit que le mouvement est comme rien. C'est quand même bizarre, ça. Quand vous êtes en mouvement, vous le sentez. Quand Oui. Galilée parle de mouvement, il parle de mouvement galiléen, c'est-à-dire à vitesse constante en ligne droite. Et en effet, quand vous êtes au bar du TGV, si vous laissez tomber votre tasse de café, elle tombe à vos pieds comme si vous étiez à la gare, Oui, quelle que soit la vitesse du train. tout à fait. Donc tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Oui. Mais c'est quand même très étonnant comme phrase. Et d'ailleurs, hier, je prenais un train, il y avait un contrôle des billets. Un gars n'avait pas de billet. Le contrôleur sort sa petite machine pour encaisser l'amende. Et le gars dit au contrôleur, monsieur, en classe de seconde, j'ai appris le principe de relativité qui dit que le mouvement est comme rien. Depuis, je refuse de payer mes billets de train. Et là, le contrôleur, moi, ils sont formés à ça. Il dit, monsieur, oui, mais vous avez oublié la deuxième moitié de la phrase de Galilée. Galilée dit, le mouvement est comme rien, et l'immobilité est un mouvement partagé. Par exemple, là, je suis immobile par rapport à vous, Ouais. mais on est dans le même mouvement par rapport au soleil. Oui. Et on va à très grande vitesse par rapport au soleil. Donc, tu Donc le payes ton contrôleur billet. dit, je suis immobile par rapport à vous, nous sommes donc dans un mouvement partagé, donc payé. Mais Et quand ça même, vous arrive à vous. ouais, même la physique classique, ancienne, elle est déjà paradoxale. Je ne parle même pas du XXe siècle avec la relativité, la mécanique quantique qui, elles, mettent complètement par terre ce qu'on appelle le bon sens. Et donc le bon sens est très utile dans la vie, pour vivre dans le monde. Ouais. Et pour comprendre l'univers, c'est un agent pathogène. Qu'est-ce qui distingue justement, selon vous, un esprit critique d'un esprit simplement méfiant ou douteux? Mais moi, j'ai des petites réticences à l'égard, non pas de l'esprit critique, mais de l'expression esprit critique. Ah, Parce que les gens qui disent que la Terre est plate, ils invoquent l'esprit critique. Donc moi, ok. je dirais que l'esprit critique, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Le bon, c'est celui qu'on s'adresse à soi-même. C'est la critique de sa propre pensée. Oui. Le mauvais, c'est celui qu'on adresse à quiconque parle. On critique ce qui est dit comme ça. Donc, moi, je préférerais parler de pensée critique. Une pensée critique, c'est une pensée qui essaie d'intégrer sa contradiction pour voir comment elle résiste à ce qui la conteste. Voilà. Bachelard disait, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. Voilà, penser contre son cerveau. Et il n'a pas tout à Et fait tort. je pense que c'est une question qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, c'est une question vraiment d'actualité. Ouais. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, des algorithmes ont au fait d'identifier nos tropismes intellectuels, culturels, et vont nous alimenter en articles, en vidéos, qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Donc on va être soumis à ce qu'on appelle des biais de confirmation, qui vont nous enfermer en nous-mêmes, Ouais. dans nos croyances. Et nous, on va invoquer l'esprit critique, parce qu'on va être constamment alimenté en caution de nos propres thèses. Ouais. Ouais. Donc, Ça vous inquiète, ça? moi, ce qui m'inquiète encore plus que ça, parce qu'il y a quand même les États-Unis là, qui nous donnent des exemples qui, moi, Qui vous me effraie? tombent. Mais c'est pas que je tombe de ma chaise. C'est-à-dire, Ouais. j'ai passé ma vie à penser que ces choses étaient impossibles. Jusqu'à ce Donc- qu'elles arrivent. Donc elles arrivent. Donc, soit ça veut dire que le monde a vraiment changé, soit ça veut dire que j'ai vécu dans une bulle naïve qui est en train d'exploser. C'est moi qui suis en train de me décider, peut-être. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas les éléments d'analyse qui me permettent de vous expliquer d'où il vient qu'aujourd'hui, aux États-Unis, mais ça vient en Europe, il y a une concaténation entre la liberté et la vérité. C'est-à-dire que sur n'importe quel sujet, scientifique ou autre, Mhm. chacun se sent libre de décider ce qui est vrai pour lui. Ouais.
Chacun peut fabriquer sa fiction personnelle, sans du tout considérer qu'il doit rendre des comptes dans sa façon de penser ou de parler à une vérité établie. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire travailler et vivre ensemble une société démocratique si la liberté est mise très au-dessus de la vérité. C'est une question un peu provocatrice, mais moi je me la pose. Ouais, Voilà. philosophique aussi. Voilà, je me la pose. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble si l'idée de vérité subit une déflation qui fait qu'on n'y croit plus? Il y a un philosophe anglais qui est décédé récemment, mais qui avait écrit en 2006 un livre que j'avais trouvé extraordinaire, qui s'appelle toujours, il a été traduit en français, Véracité et vérité. Et il dit que dans nos sociétés postmodernes, il y a deux courants de pensée qui s'opposent, qui devraient se combattre, mais qui, par un effet pervers, se renforcent mutuellement. Le premier, il l'appelait le désir de véracité. Nous sommes tous allés à l'école, formés, informés, éduqués, et donc on a le souci de ne pas être dupes des discours officiels. Donc quand un discours nous est tenu par des autorités, par un pouvoir, par une institution, on veut vérifier que ce qui nous est dit parce que c'est vrai, et non pas parce que ceux qui le disent ont intérêt à le dire. Oui. On ne peut pas être dupe. C'est Non. parfaitement ça, en démocratie, Tout à fait. et surtout Tout à fait. quand on n'est pas en démocratie. Et ce désir de véracité, normalement, il devrait aboutir à l'identification de la vérité. Mhm. On devrait mener une enquête qui aboutit à l'identification de ce qui est vrai. Oui. Et ce qui montre, c'est que non. Comment ça? Le désir de véracité va déclencher dans la société tout entière un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Parce que si vous trouvez une vérité, vous allez vous demander, est-ce qu'elle n'est pas partielle, culturelle, éphémère, construite, instrumentalisée, factice, relative, etc. Et donc le désir de véracité affaiblit l'idée même de vérité. Et j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs vérités? Est-ce que chacun n'a pas forcément sa propre vérité? Non, mais bien sûr, on a tous des croyances, on a tous des façons de vivre nos vies qui s'appuient sur des choses qu'on ne peut pas vérifier, qui font vérité pour nous, mais qui ne le sont pas forcément. Donc moi, je ne remets pas en cause la variation et la variété des psychologies humaines. Ouais. Simplement, il y a des faits scientifiques que vous pouvez difficilement contester, quoi. Et pourtant, on les conteste. Voilà, c'est ça qui me paraît complètement... Quel est le but qui est recherché par les gens qui les contestent? On pense à un Je vous président ai dit que j'y américain, comprenais par rien. exemple. Pourquoi vous me demandez d'expliquer? J'y comprends rien. Je vous donne un exemple, étonnant. peut-être pour illustrer le fait que j'y comprends rien. Ouais. En 2012, les physiciens ont annoncé la découverte d'une nouvelle particule qui s'appelle le boson de Higgs. D'accord. C'est une découverte incroyable. Enchanté. Une particule qui a été prédite 48 ans avant par des théoriciens et qu'on a fini par détecter dans des collisions de particules au CERN avec des protons D'accord. qui étaient projetés les uns sur les autres à haute énergie. C'est un résultat incroyable. Parce que la particule qu'on a détectée, c'est exactement celle qu'on avait calculée. Ça veut dire qu'on est capable de prédire des éléments de réalité à partir d'arguments mathématiques. C'est quand même génial. Mais quand même, c'est un truc compliqué. Il y a toutes sortes de médiations techniques j'imagine. entre la chose et sa détection. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui contestent, qui écrivent des livres intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs ». Eh ben non. Ce truc-là n'a pas été contesté. Pourquoi? Peut-être parce qu'on s'en fout. Par contre, si on a des vérités qui nous dérangent, qui nous embêtent, qui obligent à changer nos façons de penser ou nos façons de vivre, nos modes de vie, Changement climatique. alors là, on trouve toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Et aujourd'hui, le nombre de gens qui pensent que la Terre pourrait être ronde est plus élevé que le nombre de gens qui doutent de l'existence du boson de Higgs. C'est quand même pas normal, ça. Que la Terre pourrait être plate. Ils pensent que... J'ai dit quoi? Ronde. Ouais, mais ça, c'est le décalage horaire. Un peu jet lagué. Oui, bon, bref. Je vous en prie. J'ai été contaminé, moi C'est aussi, par quand ces même croyances. complètement dingue. Oui, mais attention, il ne faut pas se moquer des platistes. Parce que les platistes, comme on les appelle, ils sont plus compétents en platitude que nous ne sommes compétents en rotondité de la Terre. Autrement dit, ils ont plus d'arguments Vous m'éclatez. à vous proposer pour vous convaincre que la Terre est plate
que vous Ah en bah, avez, vous, oui, pour les convaincre qu'elle est ronde. mais c'est le risque. D'accord ? D'autre part, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que la Terre est ronde, qui savent qu'elle est ronde. Oui. Mais si vous leur demandez comment est-ce qu'on a su qu'elle est ronde, Ça coince. il n'y a plus grand monde. Et parmi ceux qui pensent qu'elle est ronde, qui savent qu'elle est ronde, il y en a beaucoup qui pensent que l'humanité a tout le temps pensé qu'elle était plate. Je parle de l'humanité depuis que l'écriture existe, parce qu'avant, on ne sait Oui. pas. Mais depuis que l'écriture existe, ils pensent que l'humanité a commencé par croire qu'elle était plate, et tout d'un coup, révélation, l'humanité découvre que la Terre est ronde. Mais même ça, c'est pas établi. On n'a pas de texte platiste dans l'Antiquité. Aussi bien du côté chinois, grec, Ah ouais. indien, quand un docte parle de la forme de la Terre, elle est ronde. Éclipse de lune, etc. Oui. Donc, on vit tous dans des fictions, finalement. Même quand on connaît la vérité, dès lors qu'on ne sait pas dire comment cette vérité est devenue une vérité dans l'histoire des idées, on est fragile. On peut être retourné assez facilement par C'est quelqu'un fou. qui conteste ce que nous savons comme vrai. Passionnant. Donc il faut apprendre à questionner, bien sûr, douter aussi, j'imagine. Alors, douter. Il y a une phrase, si vous la prononcez, je sors du studio. Parce qu'on l'a Dites-moi. beaucoup entendu, notamment à propos du changement climatique, ou plus récemment, pendant le Covid. La science, c'est le doute. Ah, Mais non, je ne connais pas de scientifique qui doute de l'existence de l'atome, non. ou bien de la forme de la Terre, ou bien du fait que l'espace, Bah oui. l'univers est en expansion, ou que les espèces vivantes évoluent. Autrement dit, quand vous dites la science, c'est le doute, et beaucoup le disent pour la fragiliser, et pour s'autoriser à contester les résultats scientifiques, ils le font parce qu'ils confondent la science et la recherche. Ah ouais. Oui, puisque c'est ce que j'allais dire. Mais C'est pas la du tout la le même. science, c'est pas la même chose que la recherche, ça n'a Ouais. rien à voir. La science, c'est un corpus de connaissances qui est constitué des bonnes réponses à des questions bien posées. Voilà. Et ces résultats, vous pouvez les contester à condition d'avoir des arguments scientifiques pour le faire. Bien sûr. Vous ne pouvez pas le faire avec votre simple ressenti, vos croyances, vos préjugés Non. et vos connaissances si elles ne sont pas adaptées au sujet. Et donc ça, c'est pas vrai, mais c'est pas absolument vrai peut-être, mais en tout cas, c'est du solide. Mais ce corpus qu'on appelle la science, nous savons qu'il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. Ah oui. La recherche, on l'a fait parce qu'on sait qu'on ne sait pas. À la différence des ignorants qui ignorent qu'ils ignorent. Nous, on sait qu'on ne sait pas. Par exemple, les physiciens ne savent pas si le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. Ils n'en savent rien. Donc ils font des recherches très importantes. Et ils ont l'outrecuidance de penser que les non-physiciens ne le savent pas non plus. Ouais. Donc le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais ce n'est pas le doute du sceptique, c'est le doute de celui qui sait Ah. que parmi les connaissances, il n'y a pas celle qui cherche. Ok ? Mais quand vous confondez la science et la recherche, comme on l'a tout le temps fait pendant le Covid, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on dit, la science, c'est le doute. Alors, si la science, c'est le doute, et si en plus je vois des experts qui ne sont pas d'accord sur les plateaux, pourquoi moi, je n'irai pas avec mes propres convictions Bien sûr. et expliquer Orbi et Torbi ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Ouais. Je ne vais pas donner de nom de personnage. Hmm. Mais voilà, ça m'a traumatisé, moi. J'imagine. C'est votre- Avant, je faisais la vulgarisation parce que j'avais une ambition, disons, intellectuelle. Je pense qu'en science, il y a des très belles idées et qu'elles doivent être, de diffusée. façon républicaine, partagées au sein de la société, y compris auprès de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école Bien et sûr. de suivre ces disciplines. C'est un enjeu républicain, disons, intellectuel et républicain. Mais maintenant, à cause de ce que j'ai vu se passer pendant la crise de la pandémie, je pense que c'est un combat politique. Ouais. Voilà. Et là, les armes, je ne les connais pas. Voilà. Je ne sais pas avec quelles armes on peut mener un combat politique consistant à faire en sorte que ce que nous savons soit reconnu dans la façon de débattre. Les mots, peut-être. Est-ce que le rôle du... Enfin, en tout cas, vous parlez beaucoup du rôle des mots et notamment du langage dans la pensée scientifique. Est-ce que vous pensez que nos mots conditionnent notre manière de raisonner ? Mais oui, en fait, notre langage, il évolue très peu. Il réduit même le nombre de mots
dans le vocabulaire, notamment dans les informations. Il y a de moins en moins de mots pour dire l'actualité alors qu'elle est de plus en plus diverse. Oui. D'autre part, la langue, elle évolue très peu. Et elle reste marquée par des croyances qui sont ensuite démontrées fausses. Je vous donne un exemple. Dites-moi. Imaginez que par terre, ce n'est pas le cas, hein, il y ait une poussière sur le tapis. Oui. On veut l'enlever. On va Oui. chercher un aspirateur. Oui. On branche, on appuie. Et on voit la poussière qui se précipite dans le tube. C'est incroyable, ça. Incroyable. Comment elle sait qu'elle doit y aller? C'est quoi la force qui fait que la poussière va aller dans l'aspirateur? Comment elle est informée qu'elle doit se barrer? Alors on dit, c'est normal, un aspirateur, ça aspire. Oui, Elle est aspirée. c'est ce que je vous répondrais, oui. Mais c'est complètement faux. L'aspirateur, il aspire pas. La miette. On parle comme Aristote, en fait. On fait comme s'il n'y avait pas eu Galilée. La miette, pourquoi elle est immobile? C'est parce qu'elle est bombardée par des molécules d'air qui viennent de toutes les directions. Oui, Il y a de l'air, là. oui, Il y a des molécules qui vont dans tous les sens. oui. Percutent la poussière. Il y en a qui viennent de la gauche, d'autres de la droite, d'autres du sud. Et ces forces, ces chocs, créent une résultante qui est nulle, parce qu'elles viennent de partout. Oui, Donc la poussière reste immobile. Maintenant, je branche l'aspirateur. Il est à ma droite. Il y a le tube, qui est l'aspirateur lui-même, avec une hélice qui va tourner. Oui. Il y a un moteur. Il y a des pales. Les pales, elles vont percuter des molécules d'air qu'elles vont projeter au fond de l'aspirateur. oui. Et parmi les molécules qui vont au fond, il y en a qui, si elles n'avaient pas été percutées par les pales, seraient venues percuter la miette. Ah, Du coup, elles ne viennent plus. Donc la miette, elle est moins percutée par la droite que par la gauche. oui. D'accord? Donc la miette, en fait, elle est poussée dans l'aspirateur. Plutôt que Elle aspirer. n'est pas aspirée. Il faut changer le nom des aspirateurs. Il faut les appeler des rétro-pousseurs. Allô, l'Académie française? Mais oui, Bonjour. mais c'est incroyable, ça. Tous les gens pensent qu'il y a une aspiration. Oui. Voilà. C'est pareil pour le jus d'orange. On a une paille. Vous aspirez le jus d'orange. C'est quoi cette histoire? Vous aspirez, ça fait monter le jus d'orange dans la paille. C'est quand même magique. Ah Mais oui. ça, pourquoi les gens pensent ça? Explication. Pourquoi le jus d'orange monte dans la paille? Parce qu'on est resté aristotélicien. On sait que la nature a horreur du vide. Donc si vous aspirez dans la paille, vous diminuez la pression dans la paille. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande à toute la matière alentour, en l'occurrence au jus d'orange, de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide apparaisse. Donc l'horreur que la nature a pour le vide, c'est un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, la nature demande à la matière alentour, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, d'aller coloniser le volume où le vide pourrait apparaître. C'est complètement faux. Mais ça, si les gens pensent ça, C'est grave. et si leur pensée se réduit, la photo, le langage et surtout la manière dont on leur enseigne ces principes-là? Moi, je pense que je ne vais pas donner de leçons aux professeurs de physique qui sont mis en concurrence avec Ils ont déjà la vie dure. ils ont la vie dure. Donc, mais je pense qu'on devrait beaucoup plus, dans l'enseignement de la physique, montrer en quoi elle est paradoxale, étonnante, surprenante, et qu'elle contredit justement ce qu'on est prêt spontanément à croire. En l'occurrence, Ouais. c'est Galilée qui a compris que le jus d'orange, en fait, il y a une pression atmosphérique, ce qu'il appelait la pesanteur de l'air, qui appuie sur le liquide qui est dans le verre, le jus d'orange. Elle appuie aussi sur le liquide qui est dans la paille. Mais si on diminue la pression dans la paille, c'est une force de haut en bas qui va pousser le jus d'orange et le faire monter dans la paille. C'est pas une aspiration, c'est une poussée. Comme la miette. Pas la miette, la poussière. Qui peut Mais ça aussi marche être avec les une miette. miettes de pain, évidemment. C'est ça. Et une autre question qu'on pourrait se poser, cher Étienne Klein, c'est comment apprendre à penser quand tout semble déjà disponible, résumé, simplifié, à l'ère de ChatGPT, des réseaux sociaux, d'Internet, de Google? Pour faire suite à ce que vous venez de nous dire, quelque part, on a besoin de penser plus et de penser différemment. Alors, il y a la concurrence technique, c'est-à-dire que les machines nous donnent l'impression qu'elles pensent, elles ne pensent pas. Le ChatGPT, par exemple, n'est pas intelligent, ne comprend rien à ce qu'il débite. C'est des machines qui sont asémantiques, mais nous qui lisons ce qu'elles produisent, on a l'impression qu'elles pensent. Oui. On projette sur elles une pensée qu'elle n'a pas. Ce
C'est ce qu'on appelle l'effet ELISA, qui est bien connu. Moi, j'ai pas encore la réponse à la question que vous posez, parce que je pense qu'on est en train de passer un test d'intelligence collective. C'est-à-dire, est-ce qu'on va démuscler nos cerveaux en confiant aux machines des tâches qui étaient les nôtres et qui leur sont maintenant déléguées, le calcul, l'écriture, etc. Ou bien est-ce que on va, par une sorte d'essor de l'esprit, se consacrer davantage à des choses que nous pouvons faire et que les machines ne peuvent pas faire, notamment la vraie pensée, la création de concepts, l'argumentation, etc. Voilà. Est-ce que... Est-ce qu'on va prendre le bon côté et là, je ne sais pas. Et je ne pense pas qu'on va tous agir de la même façon. C'est-à-dire que ceux qui manient à la fois, qui ont une culture humaniste, qui savent bien utiliser l'IA, vont avoir une puissance de feu sans doute considérable. Bien sûr. Et d'autres vont être complètement démusclés, comme je disais, par le fait qu'ils vont trop déléguer aux machines, de sorte qu'ils ne seront plus calculés, écrits, etc. Il y a une conférence j'ai découvert ça m'a complètement scotché, de Georges Bernanos. Conférence célèbre, paraît-il, mais je ne la connaissais pas. D'accord. Donc elle était célèbre pour ceux qui la connaissaient. Sur les robots. Et c'est une conférence des années 40. Je crois qu'elle a été publiée en 47. Ah ouais? Et c'est un texte extraordinaire, parce qu'en 47, les robots, c'était pas c'est encore pas ça. le sujet numéro un. Et il dit, cette phrase que je trouve extraordinaire, il dit « Le danger ne vient pas de la multiplication des machines, mais du fait que nous formons de plus en plus d'humains qui, depuis l'enfance, sont préparés à ne rien attendre d'autre que ce que proposent les machines. » Alors ça m'a fait tomber de ma chaise. Parce que j'ai lu cette phrase au moment où je corrigeais des copies d'étudiants. Alors, les étudiants de 22, 23 ans aujourd'hui, c'est des gens dont l'orthographe est corrigée depuis qu'ils écrivent. Bien sûr. Ils écrivent sur un écran, un téléphone. Alors, quand ils écrivent un texto, un texte, il est corrigé. Oui. Bon. Et quand ces dispositifs sont apparus, on s'est tous dit, on va avoir des étudiants qui ne font plus de fautes d'orthographe. Bon. On s'en est pas rendu compte pendant un certain temps, parce qu'on donnait des devoirs à la maison. Et donc, voilà, ils corrigeaient. Ou ils faisaient faire leurs devoirs par ChatGPT. Bien sûr. Mais on a arrêté, maintenant on les enferme dans des salles comme avant, avec des appariteurs. Alors, Parce que l'intelligence artificielle, on dans les ce prive cadre... de leur téléphone, de leur ordinateur et de leur montre. Ils doivent remplir, rédiger une copie. C'est considéré comme une menace à leur apprentissage. Et alors, on corrige les copies. Et là, on voit que l'orthographe, mais ça va pas du tout, sauf quelques-uns. Mais c'est comme s'ils avaient complètement délégué aux machines la connaissance des règles. Les machines connaissent les règles, donc on a besoin de les apprendre. Et moi, je pense que c'est pas une bonne nouvelle. Parce que je pense que la maîtrise de l'orthographe, ou même l'extension du vocabulaire, c'est un aliment pour la pensée. Ce que disait Wittgenstein, la limite de mon langage, c'est la limite de ma pensée. Si j'ai pas les mots pour dire certaines choses, que ce soit des émotions, des connaissances, eh bien, je vais frustrer ma pensée de ce qu'elle pourrait donner si j'avais ces mots. Donc, moi, je vois d'un très mauvais œil, même si certains disent que l'orthographe, il faut la simplifier, etc. En tout cas, il faut des règles. On peut les simplifier, mais il faut des règles. S'il n'y a pas de règles, je pense que la pensée... Il y en a qui veulent supprimer la virgule. Ah bon? Mais imagine, si je dis allons manger, virgule, les enfants, c'est pas la même chose que allons manger les enfants. Donc la virgule, ça peut sauver des vies. Vous allez finir en prison, Étienne. La virgule, ça peut sauver des vies. Mais est-ce que tout ça, par exemple, ces outils, ces changements qui sont souhaités par certains, par d'autres aussi, dans la littérature, dans la langue française, est-ce que ça, c'est une menace pour la pensée ou au contraire de nouveaux terrains de curiosité? Je répondrai à la même chose tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas encore la réponse. On voit bien que... En tout cas, la notion d'auteur me paraît s'évanouir. Parce que ChatGPT est éduqué par des textes écrits par des humains. Oui. Et c'est à partir de ces textes que, par ce qu'on appelle l'apprentissage, il calcule des corrélations entre tokens, des alliances de lettres, et produit des textes qui ressemblent à des textes humains, mais qui ne sont pas écrits par des humains. Et bientôt, il y aura plus de textes en circulation
écrits par des machines que des textes écrits par des humains. Ouais. Ça, c'est quand même un truc qu'aucun de nos ancêtres n'a vécu. Non, ça c'est sûr. Jusqu'à maintenant, on n'a lu que des textes écrits par des humains. Oui. Bon. Et la question, c'est qu'est-ce que la pensée devient quand on a affaire à une littérature qui n'est pas écrite par des humains? Ouais. Si on ne le sait pas, qui a écrit ça? Voilà. Et je crois savoir que ChatGPT n'utilise pas l'imparfait du subjonctif. Est-ce que la pensée ne Je ne perd pas savais quelque chose quand on abandonne un mode de conjugaison? Ouais. Ouais. La subtilité. Proust, qu'est-ce qui va en rester? Imaginez Proust traduit en ChatGPT. ça va être Pour plat. essayer. Ça va être plat. Donc voilà, c'est des questions que je me pose. Moi, j'ai pas d'avis, si vous voulez, pessimiste, optimiste. En fait, j'en sais rien. Je suis attentif à ce qui se passe. Par contre, je suis content d'avoir connu une période où il n'y avait pas ça. Non, mais je peux comprendre. Je pense que je parle pour moi. Là, j'ai pas d'argument sociologique que j'aurais pu tirer d'une enquête. Mais je trouve que c'était super chouette d'être étudiant quand il y avait des bouquins, des profs, des tableaux, des polis. C'est génial. Le bon vieux temps. La craie, la démonstration, Ouais. le temps qu'on passe, l'interaction humaine, le corps à corps avec le prof. Alors, Parce que l'enseignement, c'est du corps à corps. mais oui. Les écrans, Et du temps. c'est du temps. Et c'est du... Ouais, Platon disait ça, je crois. C'est du corps à corps. Mais aujourd'hui, on veut tout de suite. Et on n'apprend a pas tout avec tout de un suite. écran. En tout cas, on n'apprend pas de la même façon. Voilà. Mais quand la pensée demande du temps, vous l'avez dit, de la lenteur, de la maturation, alors qu'on peut avoir tout de suite. Aujourd'hui, on peut avoir un repas qui est livré chez nous en 10 minutes. On peut avoir un mec sur une application ou une femme. On peut avoir tout. Tout est à disposition. On peut acheter en un clic un lave-vaisselle quand on déménage. Qu'est-ce que ça implique pour... Comment retrouver, si vous voulez, le goût de la durée et de la pensée à J'en sais l'école, rien, dans la mademoiselle. recherche, dans nos Je vies? n'en sais rien. Ah, je m'attendais à avoir la Mais réponse. simplement, non, regardez, quand les gens qui ont inventé le web, le www, c'est Oui. des ingénieurs du CERN Oui. à Genève, dans les années 80. Louis Pouzin. Pardon? Louis Pouzin. Non, c'est Bernard-Lee, enfin, j'ai pas les noms exacts, mais ils ont inventé le web, et c'était un truc pour pouvoir transmettre les données des expériences à tous les laboratoires indépendamment des systèmes informatiques. Complètement dingue. Et ils pensaient qu'à ça. Le but, c'était de transmettre des données d'expérience. Et quand ils voient qu'aujourd'hui, le numérique promeut le faux, permet de trouver un partenaire sexuel en quelques clics, ils tombent de leur chaise. D'accord, ils sont contre. Ils ont d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, il a écrit une lettre ouverte en 2017, je crois, estimant qu'il regrettait d'avoir permis cette invention qui permet, elle, des choses qu'il conteste. Mais on est complice de ça. Enfin, je veux dire, je fais un aveu là. C'est ton exclusivité. Non, je veux dire, il y a des gens qui écoutent ou pas? Vraisemblablement. Moi, je n'ai jamais mis un pied sur un site de rencontre. Je ne sais même pas comment ça marche. D'accord. Okay, mais je ne comprends même pas que ça marche. Qu'on puisse confier sa vie amoureuse, ou sexuelle même, à des algorithmes qui, à partir des caractéristiques que vous donnez, calculent la probabilité qu'avec un tel ou une telle, ça fonctionne. Ouais. Mais c'est quoi ce délire? C'est comme si le choc amoureux, qui normalement déclenche les choses, était précédé par la volonté qu'il advienne. Ouais. C'est comme si le projet était d'emblée installé avant la rencontre. Moi, j'habite un coin à Paris, il y a un café qui s'appelle Le Rendez-vous. J'y vais de temps en temps parce que je vois bien qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois parce qu'ils sont... Ouais. Et j'entends, sans être indiscret évidemment, bien sûr, j'entends les conversations. Quelle misère. Quelle misère. La rencontre doit précéder le choc. Enfin, vous couperez, si vous plaît. Mais ça pose des vraies questions. Mais c'est horrible. Là parce aussi. que ça crée une facilité trompeuse. Bien sûr. Bon, bref. Je suis bien d'accord. On perd sans doute collectivement quand on renonce à la durée, à l'attente, à l'expectative. Fake news, croyances, émotions, le savoir scientifique se retrouve parfois noyé dans le brouhaha des opinions. Là aussi, la science, ce n'est pas qu'un ensemble de certitudes, c'est aussi une manière de construire la vérité, pas à pas.
Moi, j'ai l'impression qu'on... Là, quand je dis nous, c'est je dirais les scientifiques vulgarisateurs. Ouais. Je pense qu'on a foiré. On a Qu'est-ce que vous avez foiré? la vulgarisation. On n'a pas fait ce qu'il faut. On l'a mal fait. Ah ouais? En tout cas, quand on mesure comment les connaissances scientifiques, même basiques, percolent dans la culture commune, on s'aperçoit que le bilan est Mmh. plutôt mauvais, quoi. Mmh. Je ne vais pas citer d'enquête qui montre qu'il y a très peu de Français qui sont capables de dire ce qu'est la radioactivité. Pourtant, c'est un mot commun, c'est même un sujet politique, Tout la à fait. radioactivité, mais on ne sait pas ce que c'est, etc. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Je ne sais pas Mmh. l'expliquer, mais qu'il faudrait, ce que j'ai proposé d'ailleurs dans des tribunes, dont une dans l'Express, je crois. Merveilleux. J'espère que j'ai pas fait une gaffe. Si c'est pas De fait, vous la proposer ferez. des assises de la diffusion de la culture scientifique, tenant compte de tout ce qu'on a appris pendant le Covid. Waouh. Parce que pendant le Covid, on a vu que les gens s'abreuvaient à d'autres sources. Oui. Et donc la vulgarisation ne marche qu'auprès de ceux auprès de qui elle marche, c'est-à-dire pas grand monde. Et il faut tenir compte de la façon dont le Covid nous a appris comment les croyances circulent, notamment dans le monde numérique, pour voir comment, à partir de ce qu'on a constaté, Ouais. on peut repenser la façon de parler de science au public. C'est pas avec des livres qu'on va y arriver. Non. Moi, mon vecteur Ça en a- d'expression, c'est le livre. Ouais. Mais tout le monde ne va pas lire des livres. Non. Donc il faut trouver autre chose, je sais pas quoi. Ouais, il y en avait un qui cartonnait quand moi j'étais petite, c'était Jamy, Oui, la télé, oui. la télé, Oui, qui a bercé je suis une pas sûr qu'il y ait beaucoup génération, d'émissions plusieurs. scientifiques à la télévision Non. aujourd'hui. C'est ça qui est le paradoxe, c'est que... Mais peut-être que justement, créer des émissions scientifiques, ça va encore une fois toucher une partie de la population qui est déjà intéressée. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une technique qui serait... Moi, je propose deux choses. Dites-moi. La première, c'est que quand on a un sujet d'actualité qui a une composante scientifique, et il y en a beaucoup, on distille de l'information scientifique à cette occasion. Par Ok. exemple, je sais pas, si on dit que une centrale nucléaire en Ukraine est menacée par des tirs russes, on explique ce qu'il y a dans une centrale. Pourquoi on y met de l'uranium et pas autre chose? C'est quoi la fission? On y passe 3 minutes. Mmh. Et à chaque fois qu'il y a une actualité scientifique, on distille de la connaissance en profitant de l'actualité. Et Je l'autre comprends. truc, c'est... Il y a des gens qui disent il faut enseigner l'histoire des sciences. Mais c'est impossible. C'est absolument impossible. Il n'y a aucun humain capable d'enseigner l'histoire Ouais. de la botanique, de la physique des particules, de l'astronomie, de la C'est génétique. tellement vaste. C'est impossible. Personne n'a la compétence. Mmh. Donc on ne peut pas enseigner l'histoire des sciences. Mmh. Par contre, on peut imaginer que dans tout le système scolaire, depuis la maternelle jusqu'au 3e cycle, chaque année, quelqu'un qui a travaillé le sujet vient raconter l'histoire d'une découverte. Ah oui. En détail. Qu'est-ce que pensaient les uns, qu'est-ce que pensaient les autres, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a telle chose qui est advenue qui a permis de savoir qui avait raison. Et c'est pas forcément les plus intelligents qui ont eu raison. D'accord ? On peut être intelligent et se tromper. Ouais. Et on prend comme ça des exemples qui sont évidemment adaptés à l'âge des élèves. On commence à la maternelle. Et donc, évidemment, c'est obligatoire le cours, mais c'est pas noté. Pour pas créer de trauma. Cours de Non. curiosité. Un cours de curiosité, pas de trauma, parce que les mauvaises notes en sciences, on sait que ça traumatise et que ça laisse entendre que notre cerveau n'est pas autorisé à aller entendre quelqu'un parler de sciences. Mais vous voyez, par exemple, vous prenez une expérience qu'on a faite, c'était à titre d'essai, moi dans une maternelle. Ok. C'était un CP ou maternelle, dernière année de maternelle, je crois. Un jour de juin, il fait beau. Toutes les heures, on sort les élèves dans la cour et ils se mettent dans un cercle dans lequel est écrit leur prénom. Ok. Là, ils sont à 1 mètre les uns des autres, on les là, celle-là. Ils sont droits, ils ne bougent pas. Et le professeur, l'instituteur, vient tracer à la craie leur ombre. D'accord. Et toutes les heures, ils reviennent. Et à la fin, on demande regardez votre ombre, là, elle a bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils discutent entre eux. Et à cet âge-là, il n'y a pas de surmoi. Ouais. Ils y vont, quoi. Ouais. Et ils finissent par trouver. Ils finissent par comprendre. Le soleil.
Ça, c'est génial. Voilà. Et on raconte une histoire. Et la vraie histoire, j'insiste là-dessus, avec les passions, les querelles, Ben oui. les controverses. Et on voit sur un certain nombre d'exemples, ça fera 20 à la fin de la scolarité. Sur 20 exemples, on a appris comment une découverte scientifique s'est faite. Ouais. Donc on n'a pas l'histoire des sciences, mais on voit en gros Une sacrée comment bonne base. ça marche, quoi. Comment ça marche. Et comment le résultat s'impose à tout le monde, souvent, y compris à ceux qui prévoyaient un résultat contraire. Étienne Klein, diplôme ou expérience? Beauf. Non, c'est anglais, hein, c'est pas beau-frère, hein, c'est Beau-frère. les deux. Parce qu'en France, la France, c'est le seul pays qui ontologie les diplômes. Vous avez remarqué ça? J'ai remarqué que dans les pays anglo-saxons, effectivement, On dit qu'on est diplômé d'eux. Ouais. En France, si on a fait Polytechnique, on est polytechnicien. Oui. Tout le temps. Oui. Un polytechnicien qui se fait cuire un œuf, pendant qu'il le fait cuire, il est polytechnicien. C'est quand même fou. Un énarque, c'est pareil. Un énarque qui prend un bain, Il est énarque. il est énarque, il n'est pas comme les autres. Ça, c'est quand même... Et du coup, c'est une sorte de truc à vie, quoi. Et l'expérience qu'on peut, finalement. C'est le diplôme qui ontologie la situation. Alors qu'un diplôme, ça s'obtient entre, je sais pas, 18 et 24 ans, je veux dire. En plus, moi, je suis pas sûr que si je repassais les concours, je réussirais. D'accord? Donc, pour avoir les concours, il faut avoir des compétences. Oui. Mais finalement, on les perd. Ouais. Et Disons que c'est pas toujours les mêmes Voilà. compétences, bien sûr. Ouais, Voilà, ouais. donc je sais pas, il faudrait peut-être retrouver une idée de la formation permanente qui soit un peu plus vivace. Et puis surtout, cesser la hiérarchie dévastatrice entre le travail manuel et le travail intellectuel. Ah. Ça, Pratique, théorie. Ouais, il y a une intelligence du corps qui est sous-estimée dans le système éducatif. Moi, j'avais écrit un chapitre d'un livre qui s'appelle Court-circuit sur mon frère, qui avait un an de plus que moi, qui était mon antiparticule, au sens où il était rétif à tout discours rempli d'abstraction. Ok. Et il a été martyrisé par l'école pour cette raison, alors qu'il était génial avec ses mains. Il pouvait réparer n'importe quel moteur, Ah ouais. y compris de char d'assaut, comme il l'a fait pendant son service militaire. Donc, mais une équation, ça le faisait tomber en pamoison, quoi. Ouais. Alors qu'on peut avoir un diplôme d'ingénieur, je ne donnerai pas d'exemple, sans être capable d'installer un circuit électrique quelque part. Donc voilà, il y a un truc à repenser, comme si on considérait que l'intelligence se mesure par la capacité d'abstraction. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie? J'en ai lu qu'un. Mais j'ai vu que la question a été posée à M. Bardella, il en a cité 3. Ah bon? Donc vous pensez que j'en ai lu moins que lui? Non, Jamais, Étienne. non, il y a eu des bifurcations dans ma vie grâce à des livres. Je crois que la première, c'était le discours sur l'origine de l'égalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, Que bien j'ai lu sûr. en première. Ouais. En 3e, 4e, on était assommés de pièces de théâtre. Ouais. Molière et autres, on devait aller sur la scène, sur l'estrade, et faire des déclarations d'amour aux filles en rougissant. C'était insupportable. Et j'ai l'impression que la littérature, c'était ça, moi. C'était des histoires d'amour. Et avec Rousseau, je découvre l'argumentation philosophique. Première Ça, petite piqûre. ça m'a vraiment secoué. Et ensuite, l'autre livre qui a même créé dans ma vie une bifurcation, c'est un livre que j'ai lu à 21 ans, qui s'appelle « À la recherche du réel », écrit par un physicien théoricien qui s'appelait Bernard d'Espagna, D'accord. qui est devenu d'ailleurs un ami, si je peux dire. On a écrit un livre ensemble ensuite, qui montrait que la physique quantique, en l'occurrence, produit des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes de physique qui viennent changer la façon de répondre philosophiquement à des questions philosophiques. Imagine. Et ça m'avait complètement scotché, puisque c'est un aspect des choses qui avait été complètement masqué lors de mes études scientifiques.
Il va falloir qu'on termine cette interview parce que chaque bon moment a une fin. Oui. A une fin d'ailleurs, c'est mieux. Si vous deviez passer le flambeau de ce micro à quelqu'un d'autre, à qui pensez-vous ? Je dirais Bruno Martin, Qui est Bruno c'est mon Martin ? guide, C'est votre guide. mon guide haute montagne. Pourquoi on devrait le Il est recevoir ? incroyable. Il a une intelligence du corps, une intelligence tout court. Il a fait récemment une course à vélo depuis le nord du Canada jusqu'au Mexique. Waouh, C'est 5000 km en traversant les Rocheuses, mon Dieu. en Faut le autonomie complète. vouloir. Hein. Oh là là. Et il a mis 17 jours. Non, Donc il va vous impressionner. on n'a pas tous la même vie. Hein. Et c'est un sexagénaire tonique. Bruno Martin, l'invitation est envoyée. Je pars avec lui dans quelques jours faire l'ascension du mont Aiguille, C'est qui est pas dans le vrai. Vercors. C'est une montagne qui n'est pas très haute, qui est à 2200 mètres d'altitude, je crois. Mais le sommet ressemble à une piste d'atterrissage vue d'en bas. Très long. Ah ouais ? Et au XVe siècle, les gens pensaient que le paradis était au sommet. Et pour le vérifier, le roi de l'époque, qui s'appelle Charles VIII, il a ordonné l'ascension de cette montagne, qui a été gravie pour la première fois en 1492 avec des échelles, des échafaudages, Mais non, des gens qui ont vérifié qu'il n'y avait pas le paradis au sommet. incroyable. Bah oui, donc on va y aller là. Vérifiez aussi, au cas où si ça a changé. Peut-être qu'il s'est installé depuis. On sait C'est jamais. une bonne idée. Vous nous raconterez. Avec plaisir. Merci infiniment, Étienne. Merci à vous.